programme vous est présenté en partenariat avec BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale ISR, une émission où nous allons tenter de comprendre l'appétence des épargnants pour l'investissement ISR. Le contexte est un petit peu particulier en ce moment. Tout d'abord, l'épargne des Français n'a jamais été aussi élevée qu'au sortir de cette crise. Selon l'INSEE, en 2020, les Français ont épargné 21,3% de leurs revenus bruts disponibles, là où le ratio atteignait 15% en 2019. Au total, l'épargne brute des Français, enfin des ménages français, ressort à 318 milliards d'euros en 2020, soit 100 milliards d'euros de plus qu'en 2019. Une épargne colossale donc et une conscience au sortir de cette crise encore plus grande de construire le monde de demain, un monde plus durable en matière d'écologie, mais pas que. Les questions sociales sont aussi au centre des préoccupations. Pour autant, selon une étude Odoxa menée pour Bismart et BNP Paribas, si la volonté des épargnants d'investir leur épargne dans des projets socialement responsables est présente, le passage à l'acte est souvent plus compliqué. On en parle tout de suite. Et nous en parlons donc avec Laurent Monet, responsable épargne de BDDF Retail au sein de BNP Paribas. BNP Paribas qui est partenaire de cette émission. Bonjour Laurent Monet. Bonjour. Mais nous en parlons également avec Alix Faure, directrice de l'investissement responsable au sein de l'AFG. Bonjour Alix. Bonjour Nicolas. Et nous en parlons avec Gilles Vermeaux-Desroches, directeur de la citoyenneté chez Schneider Electric. Bonjour Gilles Vermeaux-Desroches. Bonjour. Alors je vous propose, on parle d'une étude Odoxa, j'en parlais en introduction, de découvrir un petit peu le résumé de cette étude, un résumé qui nous est proposé par Eva Ben Saadi. Eva, vous avez regardé en détail ce qu'il ressort de l'étude Odoxa et comme on le disait en introduction, l'envie est là, mais des questionnements subsistent. Oui Nicolas, que savent vraiment les Français de l'ISR? Combien sont-ils à franchir le pas d'un investissement socialement responsable? Pour le savoir, Odoxa a interrogé plus d'1 millier de Français âgés de 18 ans et plus. Les résultats montrent que les Français veulent rendre leur épargne utile et responsable, mais expriment encore aujourd'hui des doutes sur ces placements. Premier renseignement de ce sondage Odoxa pour BNP Paribas et Bismart, plus de 4 Français sur 10 sont prêts à épargner dans l'investissement socialement responsable. L'intérêt porté par les Français à la manière dont leur argent est investi incite donc une bonne part d'entre eux à se dire prêts à épargner dans l'ISR. Et quand on leur pose la question « Quel domaine vous inciterait le plus à faire un placement ?», 3 motivent particulièrement les Français. Le premier est celui de la protection de l'environnement à 49%. Plus précisément, les entreprises impliquées dans le respect et la protection de l'environnement. Elle est d'ailleurs particulièrement mentionnée par les moins de 50 ans. Ensuite, 47% souhaiteraient plutôt investir dans l'économie locale, faciliter la création d'emplois et de revenus au plus près de chez soi. Et enfin, 46% des sondés se disent intéressés par des investissements dans l'économie circulaire, l'économie qui consiste à produire de manière durable en limitant la consommation, le gaspillage des ressources et la production des déchets. Mais si l'ISR suscite un réel intérêt, il génère aussi de nombreux doutes et les Français ne savent pas bien qui contacter pour investir. Il est donc capital pour les établissements financiers de lever ces doutes pour que les bonnes intentions se concrétisent. Le premier frein pour les Français, et pas des moindres, est relatif à la confiance. 73% des sondés doutent sur le fait que l'épargne soit réellement investie dans des projets socialement responsables. Confiance toujours, mais aussi manque d'informations. Ils sont également 59% à estimer que l'ISR rapporte moins que les placements classiques. Structurellement, et c'est aussi un enseignement de cette étude, les seniors se montrent beaucoup plus méfiants que les plus jeunes à l'égard de l'ISR. Qu'il s'agisse d'abord de la destination réelle de leur épargne, de ce qu'ils rapportent, 64% jugent que cela rapporte moins que les autres investissements, et sur le risque, 60% craignent que ce soit des investissements risqués. L'intérêt plus aigu des plus jeunes pour les questions sociales et environnementales les attire plus volontiers vers ce type d'épargne. A contrario, ceux qui investissent déjà une bonne part de leurs revenus sont plus mûrs que les autres et hésitent davantage donc à se lancer dans des projets d'investissement nouveaux.
Communiquer et rassurer les épargnants permettrait donc d'augmenter le potentiel de l'investissement responsable, autrement dit, de convaincre une partie des 58% des Français qui ne sont pas encore convaincus par l'ISR. Merci beaucoup Eva Ben Saadi. Alors je me retourne vers vous maintenant, messieurs, dames. On va peut-être commencer avec vous, Laurent Monnet. Il y a beaucoup de choses qui ressortent de cette étude, mais notamment cette idée qu'il y a un intérêt pour l'investissement ISR, mais qu'il y a un problème de confiance aussi sur cet investissement ISR, et un problème de confiance d'ailleurs qui évolue selon l'âge finalement des gens à qui on pose la question. C'est des résultats qui vous surprennent ? Alors, c'est des résultats qui sont très intéressants. Je vois un premier point qu'on voit dans cette étude, c'est qu'on sent que la crise a laissé des traces quand même. C'est très net. Cette étude a été faite, je crois, juste en début de sortie du troisième confinement. On voit, il y a un besoin, les Français épargnent pour les coups durs. Donc, la crise a été un coup dur. Pour certains, ils ont été touchés. Je pense que le deuxième point qui est très important et qui est très encourageant, on voit que les épargnants français, les ménages, comprennent que leur épargne peut avoir un impact. Et ça, c'est quelque chose de nouveau pour le coup. C'est pas si évident que ça. Finalement, on sent bien qu'ils, par leur épargne, ils peuvent contribuer à la transformation de l'économie, à l'adaptation, la protection de l'environnement, la transformation de l'énergie. Ils comprennent bien que toutes ces transformations qui sont à l'œuvre et qui sont majeures demandent énormément d'argent, énormément de capitaux. On le verra tout à l'heure, peut-être avec Schneider Electric, pour investir, pour transformer. Oui. Et tout ça, c'est de l'épargne. Donc ça, je pense, ce point est très positif. Et il y a le côté local aussi qui revient énormément. Il y a le côté local, alors qu'on a beaucoup vu finalement dans la crise sanitaire, cette question du local, pourquoi on ne produit pas à côté de chez moi, pourquoi on produit ailleurs, etc. Donc c'est des choses qu'on a beaucoup vues dans la crise. On a vu aussi dans la crise l'impact sur l'environnement. On l'a bien vu lors du premier confinement. On a bien vu l'effet sur la pollution du premier confinement. Voilà, donc une prise de conscience. La crise est un révélateur de ce point de vue-là. Mais vous avez raison, il y a des doutes. Et il faut qu'on aide l'accompagnement. Et une grande institution comme BNP Paribas, bien entendu, on finance les entreprises, on gère l'épargne des clients, on a un rôle très important à jouer dans cet accompagnement. Il y a un certain nombre d'idées, on voit bien qu'ils circulent sur le rendement, sur le risque. Alors il y a effectivement des craintes à ce niveau-là, on y reviendra un petit peu après. Juste avant, Alix Faure, même question, avant d'écouter Gilles Vermaux-Desroches, peut-être sur le côté, sur le volet entreprise, mais ce besoin de pédagogie et cette crise de confiance, ou pas forcément crise, mais en tout cas ce besoin d'avoir confiance dans les investissements, c'est quelque chose qui vous étonne également ou que vous aviez déjà identifié ? Alors, à l'AFG, ça fait très longtemps qu'on a identifié ça. L'AFG a été très précurseur. Depuis 20 ans, on réfléchit à ces sujets liés à l'ESG, à l'investissement responsable. Et notre rôle, c'est bien d'aller accompagner les sociétés de gestion dans cette transition vers un investissement plus responsable. D'accord. Je crois que le grand enseignement, en tout cas du point de vue de la gestion d'actifs de la crise dans laquelle on est en train de sortir, j'espère, c'est de se dire qu'il faut absolument reconnecter l'économie réelle avec la finance. Et la finance est un moyen, c'est sûrement pas une fin en soi, c'est un outil qu'il faut utiliser pour pouvoir gérer cette transition. Donc en fait, utiliser l'épargne pour financer des projets qui permettent de créer un monde plus durable. Exactement. Et alors justement, il y a ce qui ressortait de l'étude, c'est où va l'argent finalement, et est-ce que lorsque je passe par un intermédiaire ou autre, je finance réellement des projets socialement responsables. C'est pour ça qu'on trouvait très intéressant d'échanger avec vous également, Gilles Vermaux-Desroches, sur le financement en fait de ces projets responsables, et notamment, donc vous êtes directeur de la citoyenneté chez Schneider Electric. Schneider Electric, c'est un groupe qui date pas d'hier quand même, qui est installé, mais qui est orienté en fait dans cette transition. Comment est-ce que vous comprenez cette étude et ce besoin de clarification de l'utilisation de l'épargne ? Ce que je comprends dans cette étude, c'est qu'au fond, l'épargne suit l'ensemble des engagements des citoyens, des salariés ou de chacun d'entre nous. C'est ça, c'est une transformation plus globale. Quand on regarde les pratiques de consommation, les pratiques de transport, les intérêts personnels, on voit bien que les gens veulent acheter local, changent leur type de transport parce que sont plus informés des émissions carbone liées à tel ou tel type ou des contraintes de tel ou tel type d'énergie pour la mobilité. Idem pour les loisirs. Et au fond, dans un souci de cohérence, la question d'impact arrive aussi sur l'investissement qui est le mien ou comment je place mon argent. C'est-à-dire qu'on sent qu'on passe d'un siècle où on confiait aux autres pas mal de tâches. Et aujourd'hui, on est plutôt dans un siècle où chacun veut être un peu acteur de la transition, de la transformation, pour lui-même, pour les autres. Et probablement que cette question vient aussi dans la question de son investissement. Chez Schneider Electric, on a saisi assez rapidement l'opportunité de la loi qui faisait que quand une entreprise
présente à ses collaborateurs des outils d'épargne, par exemple des fonds en actions. Elles doivent représenter aussi un fonds réputé solidaire. On a inventé notre fonds solidaire à ce moment-là, et je crois que c'est le premier fonds créé par une entreprise qui avait été labellisé par Finansol en la matière. Parce que la deuxième chose qui me paraît importante, puisqu'on est en train de changer un peu les règles, on sent que la proximité est importante, mais la transparence aussi. C'est-à-dire, si tout à coup, je veux investir, alors soit pour avoir la même rentabilité et un impact positif sur la planète, soit en acceptant de baisser un peu la rentabilité, parce que je sais très bien que tout n'est pas tout dans le même sujet, mais on sent bien qu'il y a là une question pas si simple que ça. Il y a ceux qui veulent avoir la rentabilité et avoir un impact positif, puis il y a ceux qui acceptent de baisser un peu l'impact, ou pas baisser un peu la rentabilité pour l'impact. Pour avoir l'impact. Et donc, nous, on a tout de suite avancé sur un sujet qui est fort chez Schneider Electric, c'est qu'on partage l'énergie les uns les autres, mais qu'il y a un certain nombre de gens en Europe, 10% de la population européenne, qui n'a pas accès, qui a un accès coûteux à l'électricité, c'est ce qu'on appelle la précarité énergétique, soit 60 millions d'Européens, et puis il y a encore 1 milliard de gens de la planète qui n'ont pas du tout accès à l'électricité. Et donc, ce fonds solidaire partait sur ces deux sujets. Aujourd'hui, si on fait un constat, la moitié des salariés de Schneider Electric en France ont investi dans ce fonds, et en moyenne 6 à 7 000 euros, et on voit un investissement qui croît maintenant, parce qu'il y a toujours les questions de communication à l'intérieur de l'entreprise, etc. Mais on a à cœur à prendre projet par projet investi pour expliquer à ses collaborateurs à quoi sert leur argent, en plus de la rentabilité qu'ils obtiennent, et c'est probablement ce qu'ils attendent dans cet investissement. Justement, ces projets, quels sont-ils finalement? Comment est-ce qu'on explique concrètement à quoi sert l'argent investi? Pour être précis, j'ai pris 2 thèmes centraux de ce fonds d'investissement. L'un qui est la précarité énergétique en Europe, et l'autre qui est l'accès à l'énergie dans le monde. Eh bien, précarité énergétique en Europe, on est investi dans une société du nord de la France qui s'appelle Schenley, qui fait du logement social pour des gens en très grande précarité, mais en même temps avec une très grande qualité environnementale, du logement en bois, sécure sur les enjeux environnementaux, ou la Varab dans le sud de la France qui accompagne des enjeux de mise en conformité d'une part, et par ailleurs d'usage d'énergie renouvelable, ou bien à l'autre bout du monde, aux Philippines, un sujet nouveau, très technologique, qu'on appelle le Mesh Grid. Le Mesh Grid, c'est comment chaque communauté crée son mini-réseau local pour avoir son électricité, mais se fait aussi partager avec le mini-réseau du voisin, et ça organise les relations commerciales, ou en tous les cas d'échange de cette électricité. C'est à chaque fois par des nouveaux entrepreneurs, c'est à la fois dynamique, digital pour la plupart des projets, mais aussi très solidaire. Et donc, on a à cœur à expliquer comment ces fonds permettent de générer des idées nouvelles par l'entreprise dans laquelle on investit, mais en même temps parce que cela peut représenter par les innovations mises sur le marché. Alors, il y a effectivement cette notion de pédagogie, et puis vous avez soulevé, Gilles Vermaux-Desroches, cette dualité parfois entre impact, performance. Laurent Monnet, c'est sous cet angle-là qu'il faut voir du coup l'investissement socialement responsable? Alors, moi je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a des études qui ont montré que c'est parce que le fonds était ISR que la performance n'était pas bonne. Une étude récente qui date de 2020 qui montre que ces fonds à 62% surperforment. Et puis souvent, c'est des produits qui sont moins volatiles. C'est-à-dire qu'il y a moins de fluctuations de ces produits. Plus résilients, on l'a vu. Plus résilients, oui, parce qu'on investit dans des entreprises qui ont été sélectionnées sur des critères qu'on appelle extra-financiers. Et donc, il y a moins de surprises. Elles gèrent mieux leurs risques sur le long terme, etc. Voilà, donc ça, il faut faire de la pédagogie sur ça. Après, les épargnants, ils veulent évidemment du rendement, ils veulent que leurs risques soient bien gérés. Et je crois que ce qui est vraiment nouveau, il y a un nouveau discours sur l'épargne qui s'instaure. Ils veulent du sens à cette épargne, cet impact. Peut-être que ces dernières années, c'est quelque chose qu'on a oublié. On a beaucoup parlé du rendement, on a beaucoup parlé du risque, mais on a beaucoup communiqué sur les indicateurs financiers. On a moins communiqué sur le fléchage de l'épargne. Et ou peut-être sur le côté individuel et collectif, finalement. Alors, il y a aussi je pense tout à fait, d'ailleurs, la réglementation a beaucoup insisté sur la dimension individuelle. Mes projets, mes objectifs, pourquoi j'épargne, on doit faire des questionnaires là-dessus. En revanche, je trouve que le sens de l'épargne, l'impact,
où mon épargne va, à quoi ça sert, parce qu'au final, ça finance des entreprises, ça a été moins mis en avant. Alors, je pense que la réglementation va corriger ces points-là, dans des réglementations à venir. Il ne faut pas attendre la réglementation, il faut s'en occuper tout de suite. Et nous, par exemple, BNP Paribas, sur ce sujet de l'épargne, on a lancé des fonds thématiques qui fonctionnent très très bien. Je vais juste donner un exemple, ce qu'on disait sur le fonds qui était cité par Schneider Electric. On a fait un fonds, par exemple, qui s'appelle Smart Food. Il investit, on voit bien que sur l'alimentaire, il y a énormément de transformations à faire. Une agriculture qui consomme moins d'énergie, moins d'eau, des emballages qui soient plus respectueux de l'environnement. Tout ça, c'est des investissements, c'est les entreprises qui innovent, et donc c'est de l'épargne des particuliers qui doivent financer tout ça. Donc il y a des entreprises qui connaissent leur secteur d'activité, qui se transforment, ou pas que, il y en a des nouvelles qui arrivent. Il y a de l'épargne qu'il faut mettre à disposition, mais il y a toujours en fait ce besoin de comprendre où ça va et de comprendre comment en fait ces investissements sont organisés. Et c'est là, d'ailleurs, Gilles Vermaux-Desroches l'a cité tout à l'heure, que il y a différentes initiatives en fait de l'écosystème qui interviennent, parfois des initiatives étatiques, parfois des initiatives réglementaires au niveau européen pour permettre en fait de guider les investisseurs dans ce schéma-là. On a cité un label qui est le label Finansol, mais il y en a d'autres. Il y a un label du ministère il y a le label ISR, il y a également le label du ministère de l'écologie. Alix Faure, comment est-ce qu'on peut aider les investisseurs à y voir plus clair aujourd'hui et surtout leur garantir que ce qu'on appelle ISR, c'est de l'ISR? Alors, je crois qu'il y a d'un côté, ce que vous disiez tout à l'heure, Laurent, il y a la pression croissante qui vient directement de l'épargnant final. Donc, il a envie de donner du sens à son épargne et donc cherche tous les moyens pour donner du sens à son épargne, a parfois du mal à s'y retrouver. Il y a aussi la pression réglementaire qui arrive au niveau européen, mais aussi au niveau français. Alors, au niveau européen, l'Europe affiche une ambition qui est extrêmement forte sur cette transition. Et donc, cette ambition forte affichée par l'Europe se traduit par 3 grands axes. Bien sûr. Premier axe, c'est le fléchage des investissements vers des investissements plus durables. D'accord. Deuxième axe, c'est bien la promotion de plus de transparence envers l'épargnant final, donc de la part de l'acteur financier envers l'épargnant final. Et enfin, l'intégration systématique de la durabilité dans la gestion des risques. D'accord. Alors, ça se traduit très concrètement par un certain nombre de réglementations européennes qui sont soit déjà en vigueur ou qui sont en cours d'élaboration. La première, c'est taxonomie. Je crois que c'est vraiment la colonne vertébrale, celle-là. Taxonomie, c'est un dictionnaire partagé par l'ensemble des acteurs, par l'ensemble des parties prenantes, qui va vous permettre de dire quelle activité est durable sur le plan environnemental. Donc ça, c'est la première réglementation qui concerne absolument tout le monde. Une deuxième grande réglementation... Donc en fait, ce sera une sorte de livre où on va dire, tiens, telle activité est durable sur le plan environnemental, telle activité n'est pas forcément si durable que ça sur le plan environnemental. D'accord. Exactement. Et donc ce sera la même chose pour tout le monde. Et c'est la même chose pour tout le monde. Alors, si je peux me permettre, on sent bien qu'on a un besoin de notation. Aujourd'hui, là-dessus, ça a beaucoup progressé. C'est ça, il y a un besoin de mesure. Sur les fonds, il y a un besoin de mesure. Sur le risque, par exemple, aujourd'hui, 1, c'est pas risqué, 7, c'est très risqué. Sur ces questions extra-financières de G, on a besoin d'un même système, on a besoin de se repérer, finalement. De se repérer, exactement. On y arrive. On y arrive. Donc là, on était à la taxonomie. Taxonomie. Deuxième grande réglementation européenne, c'est SFDR. Alors celle-ci, elle est vraiment à destination des acteurs financiers. Elle va permettre de classer les produits en fonction de leur pureté ESG. Troisième réglementation, alors la destination des entreprises, c'est CSDR, donc c'est pareil. Beaucoup d'acronymes quand même. Beaucoup d'acronymes, effectivement, mais si je vous le dis en anglais, c'est ce sera encore pire. CSDR, ça va obliger les entreprises à les communiquer sur un certain nombre d'indicateurs extra-financiers, sur le pilier environnemental, sur le pilier social et sur le pilier de la gouvernance. Et en faire, dernière réglementation qui est très importante et qui permet de reboucler avec ce que vous disiez, c'est la notion des préférences de durabilité. Dans le parcours client, jusqu'à présent, le distributeur doit demander à son client quelle est son appétence pour le risque-rendement. D'accord. Et dans un an, donc on y est quasiment, dans un an, il faudra aussi demander quelle est son appétence pour la durabilité. On le demandera directement en fait à l'investisseur. Ouais. Alors nous, on le fait déjà, par exemple aujourd'hui, sans attendre la réglementation, on interroge le client, on a développé un outil d'aide pour nos conseillers qui s'appelle My Impact, en le questionnant, en posant quelques questions pour voir l'impact. Est-ce qu'il souhaite agir sur l'environnement, est-ce qu'il souhaite agir plutôt sur des questions sociales, etc. Parce que les préférences, on voit bien d'ailleurs dans l'étude, les préférences des clients ne sont pas les mêmes sur ces questions. Et donc vous identifiez que c'est quelque chose qui remonte, c'est une attente du
clients. Oui, et c'est c'est pour une cela attente. que vous le proposez et qu'on va maintenant devoir le proposer de manière obligatoire. Avant, on était dans un système rendement-risque. Maintenant. Là, on rajoute une troisième composante, responsabilité. 3 R. Rendement, risque, responsabilité. Gilles Vermodero, je sens que je voulais réagir à ce qui vient d'être dit. Dans cette étude, il est aussi montré une différence générationnelle par rapport à ce type d'investissement. Oui, effectivement, on sent que les seniors sont beaucoup plus critiques, en tout cas vis-à-vis de cet investissement. Sans être trop caricatural, l'immense différence entre la génération Greta et ceux qui ont 10, 15 ans de plus et les seniors, c'est que les seniors, singulièrement en France, avaient l'impression de ne pas pouvoir agir sur les choses et plutôt de les subir, et que c'était le système qui était en charge de tout mettre en œuvre. Là où la jeune génération, vaccinée au numérique pour l'instant, avant d'être vaccinée à autre chose, elle est plutôt mobilisée pour considérer qu'elle est actrice et qu'elle a un impact. Et donc qu'elle doit agir directement. Logique, à nouveau, dans le corpus des actes de cette jeune génération, en tous les cas ceux qui y sont mobilisés, parce que pour le coup, il n'est pas vrai que toute la jeune génération est mobilisée. On repère 20% des 15-30 ans qui sont très très mobilisés pour l'environnement, probablement plus que les générations avant. Une trentaine de pourcents qui sont intéressés mais pas actifs dans la mobilisation, puis tous les autres qui sont un peu comme les générations d'avant. Il ne faut pas tout à coup caricaturer en disant qu'il y a des générations inintéressées puis une génération complète très mobilisée. Mais en tous les cas, ceux qui sont mobilisés ont une idée forte de leur impact et de leur capacité à faire bouger les choses. C'est normal qu'ils soient intéressés sur ce sujet. Et le deuxième complexité qu'on peut avoir en la matière, c'est que, de fait, ils ne sont pas intéressés au même type de responsabilité. Il n'y a pas « je ne m'intéresse qu'au rendement » ou au rendement et à l'impact et à la responsabilité, et on est tous d'accord sur qu'est-ce que c'est l'impact et la responsabilité. Il y a des sentiments très liés à l'énergie, à tel type d'énergie, ou bien au social. On voit que ce sujet, qui n'existait quasiment pas il y a 5 à 10 ans, devient un sujet important. Je veux que ce qui est produit pour demain, pour aujourd'hui, ce que j'achète respecte l'environnement, mais soit pas fait n'importe comment c'est les fameux tout au long, ESG, tout au long de la chaîne de valeur. Et là, il y a probablement une démarche un peu nouvelle. On peut dire que le Renza Plaza et ce qui s'est passé en 2013, il joue un rôle. Mais donc, on voit bien que cette logique de génération est importante aujourd'hui, et à mon avis elle ne durera pas, parce que justement cette jeune génération s'est aussi mobilisée, les parents, les grands-parents, parce que dans la famille il peut se passer une discussion, et c'est important aussi d'avoir cette synergie. Donc je pense qu'ils sont précurseurs, mais que demain ces investissements augmenteront parce qu'ils embarqueront toute la famille. Oui. Mais on le voit d'ailleurs, je trouve c'est très intéressant, parce que sur les questions de consommation, vous voyez des discussions dans la famille sur les sujets de consommation. Oui, bien sûr. Et parfois plastique, des applications qui sont mises en place. Il y a des débats des fois qui sont assez intéressants. Donc je trouve, pour l'instant, ça n'a pas trop lieu sur l'épargne. Je trouve de voir que ces ménages français qui consomment et qui épargnent, en fait, font des choses. Enfin, ils travaillent, ils consomment, ils épargnent. Voilà, on voit que le débat se porte sur l'épargne. Je pense que c'est très encourageant. Je fais des gestes au quotidien, en fait, qui vont pour un monde plus durable. Et en fait, je me rends compte que l'argent sur mon compte en banque, effectivement, peut également avoir le même comportement. Et je pense qu'on va les aider aussi via le digital. On le voit par exemple sur la consommation. On a développé une application qui s'appelle l'empreinte carbone, mon empreinte carbone, où on évalue les rejets d'émissions en fonction de votre consommation courante. Je pense que sur l'épargne, des outils comme ça arrivent en fait. On en revient à cette notion d'évaluation, parce que là effectivement on a donc l'exemple de Schneider Electric avec des investissements dont vous nous avez parlé tout à l'heure, mais comment est-ce qu'on mesure, comment est-ce qu'on détermine si une entreprise correspond à nos valeurs ou non? Il y a ces critères ESG, on en a parlé, mais est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour les gens qui veulent investir? Alix Faure, je vous vois hocher la tête. Enfin, je vous vois faire non de la tête. Non, je crois que là-dessus, j'ai 2 messages importants à faire passer. Je crois que le premier message, c'est qu'on a besoin des informations qui proviennent directement de l'entreprise. Donc, on a besoin d'avoir accès à une donnée qui soit brute, qui soit fiable, qui soit comparable et qui soit, dans la mesure du possible, audité. Comparable, c'est important, c'est pour pouvoir comparer les entreprises entre elles, bien sûr. C'est essentiel. Je me suis aperçue l'année dernière, quand l'AFG a réalisé un guide qui permettait d'identifier les indicateurs indispensables extra-financiers pour évaluer une entreprise, qu'en fait, avec les entreprises, on ne parlait pas toujours le même langage et qu'on avait besoin d'un dialogue permanent. Je crois que entre financiers et entreprises. Il est essentiel. Ce dialogue est essentiel pour qu'on se comprenne.
Parce que l'entreprise va vouloir faire passer un certain nombre de messages qui parfois seront intéressants pour nous et puis parfois on voudra d'autres infos. Donc je crois que vraiment cet accès à la donnée, elle est essentielle. Deuxième point qui est important aussi, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est qu'on est passé d'un paradigme risque-rendement à un paradigme risque-rendement-impact. On est en train de découvrir le sujet. On n'y est pas encore. On est en train de travailler. Tout le monde s'en empare. Donc il y a une émulation autour de l'impact aujourd'hui qui est claire. Mais nous, financiers, on ne peut pas le faire dans notre coin. On a besoin de l'ensemble des parties prenantes pour y arriver. Et on notera d'ailleurs au passage, parce qu'on parle de l'impact, qu'il y a une initiative étatique lancée par Olivia Grégoire, cette plateforme Impact, justement, cette plateforme d'ailleurs qui est vue de manière un peu collaborative, parce qu'on peut rentrer ces critères ESG, mais on peut proposer de nouveaux critères, proposer de nouvelles mesures également. Et alors, Alix Faure, vous mentionniez la discussion finalement financier entreprise. Laurent Monnet, vous avez l'impression quand même que les deux mondes se comprennent ou qu'il y a besoin d'avoir des moyens de mesure communes? Je pense qu'il y a trois acteurs. Il y a les ménages, les particuliers qui consomment et qui ont une épargne. Il y a les entreprises dans lesquelles on investit. Puis il y a les intermédiaires. C'est leur métier, leur spécialité, qui font le lien entre cette épargne et puis où elle va. Donc on a un rôle éminent à jouer. Bien sûr. Je pense que ce qui est dit par les épargnants en matière d'épargne, la confiance, c'est fondamental. Ça a toujours existé. On confie son argent à quelqu'un à qui on a confiance. Donc je pense que cette confiance sur le troisième pilier de cette nouvelle épargne, la responsabilité, il faut vraiment la développer, la construire, la garantir. Ça demande des investissements. Des grands acteurs comme nous ont beaucoup investi sur ces sujets parce que évaluer les entreprises, même si les normes progressent, ça demande de la recherche. Ces fameux critères extra-financiers, il faut étudier les entreprises, il faut constituer des bases de données, il y a beaucoup de choses à faire. Voilà. Moi, je trouve ce qui est très positif, c'est qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est en mouvement. On le voit bien dans les entreprises qui se transforment, on le voit bien dans le sentiment des consommateurs, des épargnants, on le voit bien dans la mobilisation des institutions financières. On sent, voilà, alors il y a beaucoup de choses il y a des choses qui peuvent progresser, bien entendu, il y a beaucoup de choses à faire, mais on sent que le mouvement est parti. Et c'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'on demande la même chose à l'épargne et à l'entreprise, en fait, finalement. On demande à une entreprise d'être performante, on demande à l'épargne d'être performante, et on demande aux deux d'intégrer cette notion d'impact et de durabilité. Moi, je crois que c'est un point clé. L'entreprise, bien entendu, aujourd'hui, elle doit être responsable, durable. On voit bien que toutes les entreprises qui se transforment, on voit bien que les émissions de CO2, mais elle doit continuer à être efficace, rentable, profitable, c'est logique, ça ne se substitue pas. L'épargne, c'est la même chose. Les épargnants, en toute logique, nous disent on veut du rendement, on veut que notre épargne elle soit sûre, et puis en plus, on veut de l'impact de cette épargne. Donc, ce n'est pas parce qu'un produit est à impact, s'il n'est pas rentable, s'il est mal géré, je pense que l'épargnant ne sera pas satisfait. Gilles Vermaux-Desroches, vous parlez du coup le même langage que Laurent Monnet sur le sujet? Oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que quand on veut et de la performance et de l'impact, la performance, au fond, c'est assez simple. C'est un pourcentage de fin d'année et une histoire de relation avec une banque et la confiance qu'on lui donne. L'impact, ça va probablement amener un changement assez fort parce que ça impose de la traçabilité. Parce qu'au fond, on veut rentrer dans l'histoire des acteurs positifs quand on fait cet investissement-là. Et on veut donc plus ou moins toucher du doigt à qui et comment a servi son argent. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer ce financement-là comme étant un grand tonneau dans lequel on met de l'argent, tous les épargnants, et puis l'acteur bancaire en qui on a confiance, ou l'acteur en qui on a confiance, va trouver lui-même un certain nombre d'acteurs, puis il va nous dire, tiens, j'ai eu cet impact, tant d'émissions carbone en moins, tant d'emplois en plus, tant, etc., etc. Je pense qu'un acteur qui veut mettre son argent dans ce projet-là, il veut de la traçabilité aussi pour savoir à quel projet, au pluriel ou au singulier, a servi mon argent, et donc une nécessité pour une entreprise comme nous qui avons fait ce que Alix Faure appelait le fléchage tout à l'heure. Un fonds d'investissement ou pour des banques qui proposeraient cette démarche-là, d'être capable de dire à l'épargnant, eh bien, on va utiliser votre argent sur tel projet, plusieurs évidemment pour mutualiser les risques, et en même temps, on va vous donner chaque année quels sont les résultats de ces projets et pas seulement les résultats consolidés. Parce qu'au fond, j'ai déjà été marqué, mais c'est aussi la vraie pour nos entreprises, on nous demande beaucoup d'indicateurs, de plus en plus froids et lointains, et il faut les produire. Mais au fond, c'est pas ça qui crée, entre guillemets, l'affectio societatis et la relation. Ces indicateurs sont une base nécessaire
pour l'étape d'après. Mais l'étape d'après, celle de la confiance, c'est aussi la transparence sur l'impact des actions qu'on mène. Et c'est déjà la fin de cette émission, mais c'est vrai que finalement, être au début et à la fin, ou en tout cas suivre les résultats, ça englobe dans une aventure dont l'épargnant fait partie également. Et donc du coup, vous l'avez dit, on est dans un monde qui bouge, ça demande beaucoup de pédagogie et ça demandera encore plus de pédagogie quand la réglementation peut-être sera encore plus présente. Merci en tout cas d'être venu partager vos expertises sur le sujet. Laurent Monnet, donc responsable épargne de BDDF Retail au sein de BNP Paribas, Alix Faure, directrice de l'investissement responsable au sein de l'AFG, et merci Gilles Vermeaux Desroches, directeur de la citoyenneté chez Schneider Electric. Merci à vous également de nous avoir suivis et à très bientôt. Ce programme vous a été présenté en partenariat avec BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.